Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ensemble pour une petite heure environ afin de suivre ce nouveau webinaire qui a pour thème vers une alimentation durable, saine et accessible dans les territoires. Alors pour rappel, ce webinaire est organisé par le CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur et financé par l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre de son plan régional santé-environnement. Alors aujourd'hui, je suis en présence de deux intervenantes, Karine Pascal-Suisse qui est avec nous sur le plateau, chef de pôle politique de l'alimentation de la DRAF PACA. Donc la DRAF, c'est bien la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Et nous avons également Véronique Nec, qui est en duplex, qui est pédiatre au CHU de Nice et à l'APHM, qui est coordinatrice des centres spécialisés obésité en région PACA. Et elle est également présidente de l'Association pour la prise en charge et la prévention de l'obésité en pédiatrie. Bonjour à toutes les deux et merci d'être avec nous. Alors, nous Bonjour. allons donc dérouler ce webinaire qui a pour objectif de donner aux professionnels une vision globale de l'alimentation durable et de l'organisation des acteurs de l'alimentation durable sur le territoire régional, donc sur le territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur. Peut-être avant de commencer, un petit rappel de la définition de l'alimentation durable, alors, telle que donnée par l'ADEME. L'alimentation durable, c'est l'ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd'hui et demain, dans le respect de l'environnement, en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Voilà donc la définition donnée par l'ADEME. On va essayer de voir comment on peut répondre à cet enjeu d'alimentation durable. Et on commence avec vous, Véronique Nègre, en duplex. C'est à vous. Merci beaucoup pour cette invitation et pour partager quelques éléments. Alors déjà, je vais partager un diaporama. J'espère que tout va bien fonctionner. Est-ce que c'est bon de votre côté Oui, sur le tout est plan parfait. technique? Oui, oui, tout est parfait. Je vais juste demander Voilà. à tout le monde de bien fermer les micros. Pensez-y, parce que sinon ça l'arsène. Idem pour vos caméras pendant toute la durée du webinaire. Voilà. Vous savez que vous avez la possibilité de poser des questions dans l'onglet chat, hein, qui vous est proposé. Donc n'hésitez pas, on y répond à la fin de la session. Très bien, merci beaucoup et encore une fois, je suis ravie d'être avec vous pour cet échange. Vous avez rappelé donc la définition de l'alimentation durable. Elle est très ambitieuse, hein, parce que beaucoup de sujets doivent être pris en compte. Et là, pour démarrer ce webinaire, on a choisi de vous parler d'une préoccupation qui n'est pas que nationale, hein, qui est internationale, qui est l'obésité pédiatrique, pour avoir peut-être un modèle de qui pourrait être fait dans ces multiples dimensions en termes de prévention précoce. Alors, juste quelques petits rappels pour vous dire que, mais ça, je pense que je vous apprends rien, que l'obésité est très marquée socialement. Vous avez à gauche un schéma qui vous montre que pour l'adulte, on a un gradient de 1 à 2 entre les plus favorisés et les plus défavorisés en termes de catégorie sociale. Mais chez l'enfant et chez le petit enfant, ça c'est une étude qu'on avait fait dans les Bouches-du-Rhône récemment, chez des petits enfants de 3-4 ans, vous voyez que le gradient social il est encore plus marqué. On est de 1 à 4,6. Le risque augmente est multiplié par 4,6 chez ces tout petits. Et donc il y a vraiment un intérêt majeur à travailler précocement. Et on a des guidelines, hein, on a des rapports qui ont été partagés. Et le dernier est celui d'une collègue, le professeur Martine Laville à Lyon, qui a été rendu au ministre de l'époque en avril 2023 et qui propose des recommandations. Et on va voir quelles sont celles qui sont préconisées pour la prévention. Donc, elle concerne la prévention, le soin, bien sûr, mais aussi la compréhension et la perspective de n'oublier personne. Alors, très rapidement, hein, parce que je ne vais pas le détailler là, mais c'est aussi, hein, reconnaître l'obésité comme une maladie chronique et non pas simplement comme
un problème d'habitude alimentaire et d'activité physique, même si bien sûr c'est important. Valoriser aussi toute la prise en charge et permettre qu'elle soit financée avec notamment des expérimentations qui sont en cours, soutenir les centres de référence comme les CSO, former les professionnels, ça c'est absolument fondamental pour avoir un discours harmonieux et qui répond aux recommandations. Bien sûr, faire de la recherche, ne pas oublier des territoires comme les DOM-TOM, et puis pour la prévention, et j'y arrive, avoir ce qu'on appelle une approche à 360 degrés. Et là, Martine Laville a repris un modèle qu'on a commencé à développer ici en région PACA, qui a été repris par exemple par la ville de Lyon et dans la région parisienne aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette approche holistique à 360 degrés? On a des bases théoriques, hein, on n'a pas réinventé le modèle pour ce qui concerne cette prévention précoce. L'OMS a déjà présenté les choses ainsi, avec vraiment autour de l'enfant des différents domaines dans lesquels il faut intervenir. On a aussi des plans obésité, le PNNS, on y reviendra. Et puis ici en région, dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, on a pu commencer un travail autour de ce modèle en 2020. Et encore plus récemment, on a Santé publique France qui a publié un avis d'expert qui reprend cette organisation. On a des modèles, on a un modèle à Amsterdam, par exemple, à l'échelle d'une grande ville, qui est vraiment très, très intéressant, avec des moyens très conséquents qui sont mis. Donc, vous retrouvez toujours cette roue qui nous montre qu'on ne peut pas agir que dans un seul domaine concernant l'obésité, mais il y a d'autres modèles, d'autres pathologies sur lesquelles ça pourrait être repris, mais qu'il faut agir dans plusieurs domaines. Et on a en France aussi depuis nombreuses années, ça s'appelle Vivons Enfant maintenant, et ça s'appelait EPOD auparavant, dans des villes du Nord, basé sur l'idée qu'on va modifier l'environnement des personnes pour faire qu'ils vont changer leur comportement, mais sans nécessairement y apporter, eux, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. C'est repris aussi dans une publication scientifique tout à fait récente, là, dans le Lancet, qui montre que quand on travaille sur la prévention de l'obésité pédiatrique précocement, si on s'adresse uniquement aux familles, si on demande uniquement aux enfants et aux familles de changer leur comportement, ça ne suffit pas. Il faut vraiment l'associer à des modifications de l'environnement en même temps. Et donc en PACA, on a réfléchi sur ce sujet. Un guide voilà, a été écrit, et on a défini, comme vous le voyez là, 7 domaines dans lesquels il serait intéressant d'intervenir. Et on a réfléchi aussi quels étaient les acteurs qui allaient pouvoir être sollicités. Et donc, je ne vais pas les détailler, hein, mais je les ai remis ici sous une autre forme. Vous voyez que l'environnement et les aménagements urbains et les aménagements du territoire font partie à part entière, hein, des sujets sur lesquels il faut travailler quand on veut prévenir l'obésité de l'enfant. Bien sûr, l'offre de santé, l'alimentation, l'activité physique, mais aussi, et ça c'est un sujet tout à fait spécifique à cette période, intervenir pendant la période des 1000 premiers jours, qui commence donc dès la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans. Donc on a maintenant des connaissances scientifiques qui nous donnent des pistes et des leviers pour travailler pendant cette période-là. Et puis, bien sûr, il y a aussi tout ce qui se passe en milieu scolaire. Alors, on n'a pas réinventé, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non plus les modèles d'intervention, puisqu'on a quand même une boîte à outils maintenant sur lesquelles s'appuyer, avec beaucoup d'actions qu'on appelle probantes parce qu'elles ont montré leurs preuves. Et c'est vraiment ce qu'on a souhaité faire. Alors, je vais là aussi passer vite, mais c'était pour vous montrer quelques petites images de ce qui peut être sollicité et être mis en œuvre. Donc, par exemple, sur l'environnement, aménager les cours d'école pour enlever tout ce béton et tout ce goudron qui ont été mis, et les rendre plus accueillantes, font que les enfants, spontanément, vont être plus actifs quand ils sont en récréation. S'il y a de l'ombre, s'il y a un peu de verdure ou des jeux. Il y a les fontaines à eau, il y a les jardins partagés, on y reviendra probablement plus tard. Il y a aussi donc s'appuyer sur des modèles de prise en charge de l'obésité pédiatrique, comme ici on retrouve TONCAP, qui maintenant sont déployés peu à peu. C'est bien sûr s'appuyer sur tout ce qui a été développé par le PNNS et notamment le Nutri-Score, des modèles aussi comme OptiCours, et tout ce que font les CODES et CODEPS ici dans la région.
Sur l'activité physique, eh bien, il y a des modèles qui ont été un peu oubliés, comme Marchant vers l'école, hein, ça s'appelait Pédibus, dans certains endroits, qui permettent d'augmenter l'activité physique quotidienne des enfants, et ça, c'est vraiment pas très compliqué à remettre en place. Et puis sur les 1000 premiers jours, je vous ai mis ici un peu en vrac ce qu'on peut faire. On va reparler très certainement de l'éducation au goût, et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant, et ça peut démarrer extrêmement tôt, et il a été montré que éduquer au goût un enfant très tôt, lui permet ensuite de manger plus varié et plus équilibré, sans lui demander d'efforts particuliers. Il y a aussi voilà, le tabac, hein, c'est pas intuitif, hein, de se dire que si on travaille sur le tabac, ça prévient l'obésité de l'enfant. Puis bien sûr, toute la question de la parentalité. Alors on a élaboré un guide, hein, à l'intention des professionnels sur ce sujet, et aussi déterminé un certain nombre d'ateliers que notre équipe peut accompagner. Et puis pour finir avec l'école, on a ici en PACA l'avantage d'avoir vraiment un programme tout à fait structuré, validé, qui est déployé dans les maternelles, ça s'appelle Ratatouille et Cabriole, financé par l'Agence régionale de santé, et qui est tout à fait intéressant, et puis aussi des actions autour de l'activité physique. Voilà ce que je voulais vous dire, hein, sur cette partie, sur ce modèle de prise en charge holistique à 360 degrés de la prévention précoce de l'obésité pédiatrique. Si vous avez des questions, j'y reviendrai. Et puis je voulais vous faire 2 petites diapos aussi sur le PNNS 5. Alors le PNNS 5, ça ne vous a pas échappé, il n'est pas encore sorti. On comprendra peut-être pourquoi avec l'intervention de Karine par la suite. Mais on a un rapport du Haut Conseil à la santé publique, qui nous donne des recommandations qui ont été élaborées pour le PNNS 5. Alors, dans les grandes lignes, hein, qu'est-ce qu'il nous dit? Que le PNNS 4 et tous les précédents ont eu, bien sûr, et ont permis des avancées majeures. Le Nutri-Score en est un. Il y a aussi beaucoup d'avancées dans la restauration collective, dans la mobilité active, l'éducation pour la santé. Il y a bien sûr des leviers qui manquent, et notamment des leviers contraignants autour de l'offre alimentaire. Je pense qu'on y reviendra. Il y a aussi une disparité territoriale, et puis on pourrait espérer plus de coordination. Et donc, ce qui est proposé pour le PNNS 5, c'est vraiment d'avoir cette approche, et on va y revenir, je pense, tout au long de ce webinaire, cette approche systémique intégrée pour articuler tous les objectifs ensemble, et on revient à la définition qui a été donnée au début de ce webinaire. L'idée, c'est d'intégrer dans ce PNNS 5 la durabilité environnementale, inclure aussi le sommeil comme déterminant de santé, ce qui n'avait pas été tout à fait déployé encore, et clarifier vraiment un rôle encore plus central de l'activité physique et de la lutte contre la sédentarité, qui est vraiment extrêmement important. Et je terminerai sur cette diapo-là pour vous montrer, voilà, quelques propositions qui sont faites. Promouvoir donc les modes de vie actifs, comme ça vient d'être dit. Travailler aussi sur la précarité alimentaire, et avec des modèles comme la sécurité sociale de l'alimentation qui pourraient être promus. Promouvoir aussi les régimes alimentaires sains. Alors les bases, hein, des recommandations du PNNS ne vont pas évoluer de façon très très importante, mais un point sera encore plus marqué autour de la végétalisation de l'alimentation. Et ce n'est pas sans poser problème. Là aussi, je pense qu'on y reviendra. Et puis, on aimerait appeler de nos voeux un encadrement plus strict du marketing. Ça aussi, ça n'est pas sans poser problème. Et puis, bien sûr, il y a une question de gouvernance et de lisibilité autour de cette question du PNNS. Mais du coup, je pense que ça va faire le lien avec la suite de la présentation autour des autres plans qui sont étroitement liés avec ce PNNS 5. Tout à fait, merci beaucoup Véronique. Donc oui, ces programmes qui sont tout à fait structurants, hein, qui posent les axes, et donc on a l'équivalent côté DRAF avec Karine Pascal Suisse, qui va nous parler un petit peu du PNA, donc du Programme national de l'alimentation cette fois. Donc, je voulais remercier le comité régional d'éducation à la santé pour avoir justement pensé à faire ce lien entre santé et alimentation et agriculture. Donc, les outils de planification, c'est ce que l'on va voir rapidement. Tout d'abord, peut-être présenter la DRAF, hein, la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Donc, cette DRAF a des missions de coordination de santé publique, animale et alimentaire, côté sécurité sanitaire des aliments. Et donc, il y a toute une partie aussi sur le plan éco-phyto et la politique de l'alimentation, qui sont des politiques incitatives. Après, il y a toute une partie de la DRAF qui travaille sur la partie économie, forêt et bois, et information et statistiques agricoles. Voilà, donc au niveau du pôle politique de l'alimentation, donc nous, en fait, on travaille dans le cadre du programme national de l'alimentation, qui est le pendant du programme national nutrition santé. Et longtemps, en fait, ce programme était le programme national alimentation et nutrition. Et là, on attend donc la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, qui devrait sortir rapidement, ou plus ou moins rapidement, mais en tout cas dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc, les axes thématiques du programme national de l'alimentation, ce sont la justice sociale, la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'éducation alimentaire. Donc, on voit qu'on retrouve déjà des thèmes qui ont été évoqués par Véronique Nègre. Donc, et pour travailler sur ces 3 thèmes, en fait, on a 2 leviers, les projets alimentaires territoriaux que je vous présenterai, et puis la restauration collective. Donc, cette stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, là, je vous ai mis le calendrier. Donc, on travaille, les ministères travaillent dessus depuis 2022. Et en fait, ce qui fait la complexité de cette stratégie, c'est qu'elle regroupe 4 ministères. Donc, le ministère pour la transition écologique, le ministère autour de la santé, le ministère des solidarités et le ministère de l'agriculture. Voilà. Ce qui fait qu'effectivement, c'est trouver des points communs et pouvoir s'accorder sur un socle commun et pas toujours facile, a pris du temps. Mais on parlait de cette vision, alors c'est obésité 360, donc cette vision systémique, et on voit que là, il y a quand même aussi au niveau ministériel une volonté d'associer différents prismes pour avoir cette vision holistique. Donc, les objectifs de cette stratégie, c'est déterminer les orientations et donner un cadre commun, et avoir des actions cohérentes entre économie, environnement, santé et social. Donc, ça, c'est la stratégie nationale. Et on a une déclinaison régionale qui s'appelle, donc qui est mise en œuvre au niveau du comité régional de l'alimentation, et qui est mis en place par une gouvernance régionale dont je vais vous parler. Et quand on zoome encore plus au niveau territorial, ce sont les projets alimentaires territoriaux qui assurent cette cohérence pour les politiques territoriales. Voilà. Donc, vous avez sur le schéma que vous avez à droite, sur la diapositive, vous avez donc toutes les déclinaisons nationales, régionales et territoriales. Donc, ça, c'est un élément qui est important en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Depuis 2019, on a une communauté de travail qui regroupe 6 partenaires. Et cette communauté de travail regroupe la DRAF, l'Agence pour la transition écologique, l'Agence régionale de santé, la direction régionale au niveau solidarité, et puis la direction régionale de l'environnement, et en lien étroit avec la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc c'est important d'avoir vraiment cette vision globale, et ce qui a été vu au niveau de la gouvernance de cette stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, on le retrouve en fait au niveau des représentants de l'État sur les différentes politiques qui tournent autour de l'alimentation. Donc, en ce qui concerne le contenu de cette stratégie, donc il y a d'abord avoir une gouvernance qui soit coordonnée. Donc ça, c'est la première chose. On a vu qu'effectivement, nous, on avait déjà mis en place depuis quelques années cette vision globale. Et le deuxième axe, c'est de garantir à tous
l'accès à des environnements alimentaires et nutritionnels de qualité et durables. Donc là, on a cette notion de justice sociale, hein, c'est important. Il faut que tout le monde puisse avoir accès à une alimentation saine et durable. Le troisième axe, c'est l'accompagnement des comportements et des régimes alimentaires qui sont favorables à la santé et à l'environnement. Ça a été souligné aussi par le docteur Nègre. Et puis, le quatrième axe, c'est travailler sur un axe de recherche, d'expertise et d'évaluation sur ces transitions des systèmes alimentaires qui doivent se mettre en place. Les objectifs, alors simplement, c'est pour donner les objectifs chiffrés de la SNANC. On voit que justement, il y a l'objectif de diminuer de 30% par rapport à 2015 la prévalence du surpoids. Il y a un objectif aussi d'avoir une consommation de produits issus de l'agriculture biologique environ à 12%. Et puis d'avoir au moins 80% du territoire français qui soit couvert par des projets alimentaires territoriaux opérationnels, pour avoir cette vision globale. Également, on veut aller vers une part de fruits et légumes qui soit plus importante dans l'offre de l'aide alimentaire, et aller aussi vers une aide alimentaire qui corresponde aux besoins et aussi aux envies des personnes qui sont en situation de précarité alimentaire. Donc, tendre vers la disparition de l'insécurité alimentaire. Donc, effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas accès en quantité suffisante à une alimentation durable. Et puis, donc, le dernier objectif chiffré, c'est celui de la loi Egalim, avoir au moins 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de produits issus de l'agriculture biologique, que ce soit en restauration collective publique comme en restauration collective privée, c'est-à-dire c'est la restauration d'entreprise, restauration collective d'entreprise. Donc voilà, très, très rapidement, on a 3 réseaux au niveau de la région qui ont été mis en place. Un qui travaille sur la lutte contre la précarité alimentaire, Précalim. Un réseau qui travaille autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire, parce que tout est lié, donc le Régalim, et puis un réseau qui travaille autour de l'éducation à l'alimentation, qui s'appelle Educalim. Donc les objectifs, donc on a vu qu'il y avait 2 leviers, un levier concernant les projets alimentaires territoriaux et un levier restauration collective. Et donc en ce qui concerne la restauration collective, c'est la loi Egalim qui prime, qui existe depuis 2018 et qui a été renforcée par les États généraux de l'alimentation. Donc cette loi Egalim, son objectif, c'est vraiment de permettre d'accéder à une alimentation saine, sûre et durable. Et le gouvernement a fait de cette politique de l'alimentation un moteur de réduction des inégalités sociales. Il ne faut pas oublier que la restauration collective permet de lutter contre les inégalités sociales, parce que souvent, que ce soit enfants ou adultes, parfois c'est le seul repas qui est fait équilibré, qui puisse être fait sur une journée. Donc c'est un vecteur de santé publique, c'est important, et un vecteur de transition écologique. Alors, comment est-ce que ça a pu être mis en place ? Des objectifs ambitieux ont été fixés sur la restauration collective. Et pourquoi avoir choisi la restauration collective ? C'est un vecteur qui est privilégié pour avoir un changement de comportement de l'ensemble de la population. Alors, très rapidement, sur cette loi Egalim, elle concerne donc la restauration collective, soit environ 80 000 restaurants. Et il y a 5 mesures. Donc, une première mesure qui correspond à l'approvisionnement en produits durables et de qualité. Donc, je vous ai donné 50% de produits durables et de qualité. Donc, ce sont les produits essentiellement sous label. Et dans ces 50%, il faut avoir au moins 20% de produits issus de l'agriculture biologique. La deuxième mesure appelle à la diversification des sources de protéines, c'est-à-dire qu'on a des protéines qui sont d'origine animale et des protéines qui sont d'origine végétale. Et l'objectif, c'est d'augmenter la part de protéines végétales dans les portions et dans les menus.
Alors, ces deux premières mesures, approvisionnement et diversification des sources de protéines, font l'objet d'une politique prioritaire du gouvernement, c'est une des deux politiques prioritaires du gouvernement qui est au ministère de l'Agriculture. Et c'est resté, puisqu'il y a eu une forte diminution du nombre de politiques prioritaires. Et c'est resté comme vraiment une des deux priorités pour le ministère de l'Agriculture et pour le gouvernement. Donc, la troisième mesure, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, parce que bien évidemment, il faut éviter de produire, des menus, de produire des aliments qui vont être jetés par la suite. Donc, ça, c'est en termes d'environnement, c'est la base. Donc, être dans une sobriété, c'est important d'avoir cette vision-là. Et c'est également aussi un levier financier, parce que tout ce qui n'est pas dépensé pour produire des aliments qui seront jetés va pouvoir être réutilisé pour augmenter un peu la qualité de l'approvisionnement de la restauration collective. La quatrième mesure, c'est l'information des usagers. Donc, c'est important d'avoir cette transparence. Et puis, la cinquième mesure, c'est une mesure de réduction du plastique, que ce soit en cuisine ou en service, et notamment depuis 2025. Donc, il y a interdiction d'avoir des contenants alimentaires en plastique pour les moins de 6 ans, en scolaire et puis en périnatal, puisque notamment, là, c'est pour essayer de diminuer le problème des perturbateurs endocriniens qui sont liés à l'utilisation du plastique. Donc là, on va vous parler des projets alimentaires territoriaux. Et avant de vous expliquer ce qu'est un projet alimentaire territorial, on va vous passer une petite vidéo qui a été faite par Bleu Tomate sur ces projets alimentaires territoriaux en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un PAT, c'est un projet alimentaire territorial, c'est un outil de politique publique qui permet de travailler de manière décloisonnée sur les questions d'agriculture et d'alimentation. Le projet alimentaire territorial incarne une politique publique qui regroupe l'État avec les différentes collectivités, la région, le département, les intercommunalités, la métropole, Aix-Marseille-Provence, les communes, avec comme corollaire les conditions des agriculteurs qui doivent bénéficier d'un revenu conforme au travail qu'ils accomplissent. Le PAT, c'est un outil politique qui permet de travailler en transversalité avec l'ensemble des acteurs sur le territoire qui sont concernés par l'alimentation et l'agriculture, comme on dit, de la fourche à la fourchette, pour justement trouver des solutions et des réponses à des problématiques concernant l'accès à l'alimentation et la production sur notre territoire. Du foncier agricole à l'agriculture, à la transformation, à la distribution, la consommation, et aussi tous les acteurs de la précarité alimentaire. Un PAT, en fait, c'est un outil national qui est déclinable au sein de tous les territoires, à l'échelle communale, intercommunale, départementale. Donc moi, je travaille à l'échelle intercommunale. C'est important parce que c'est une échelle qui est à la fois proche du local, mais en même temps, on peut faire des choses un peu concertées sur toute la mise en réseau en fait, des acteurs du système alimentaire. Donc en fait, c'est à la fois faire des actions qui font la promotion des circuits courts et de l'agriculture en local, et des pratiques agroécologiques. On va aussi s'intéresser à la restauration collective avec la mise en application de la loi Egalim. Et on va aller en fait aussi sur tout le volet social de la justice alimentaire et de la lutte contre la précarité alimentaire. Et ensuite, dans la pratique, c'est aussi beaucoup de concertation avec les politiques, parce qu'en fait, les élus d'un territoire, même rural, ne sont pas forcément les plus sensibilisés à ça. Une vision qui est posée sur un territoire pour indiquer c'est là qu'on a envie que l'alimentation du territoire aille, et aussi un moyen de se parler entre acteurs du territoire. Et je pense que c'est une occasion assez unique de connecter les différents maillons de ce qui fait notre alimentation. Voilà, donc ça permet d'avoir un panorama global, alors pas exhaustif, mais un panorama global de ce qu'est un projet alimentaire territorial. Donc là, sur cette diapositive, en fait, ce que l'on voit, c'est que le projet alimentaire territorial est toujours issu d'un diagnostic. Ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a un diagnostic agricole et alimentaire qui est fait. Et à ce diagnostic agricole et alimentaire, maintenant, depuis 3 ans, on demande expressément à ce qu'il y ait un diagnostic de lutte contre la précarité alimentaire qui soit fait sur les territoires et qui est complémentaire à ce diagnostic agricole et alimentaire.
Donc, suite à ces diagnostics qui correspondent à la première phase, donc les territoires qui veulent se lancer dans un projet alimentaire territorial ont 3 ans pour réaliser tous ces diagnostics et élaborer en fait un plan d'action opérationnel pour justement travailler sur la partie environnementale, sur la partie sécurité alimentaire, sur la partie aussi structuration de filières et le lien à la santé. C'est le dernier élément qui a été rajouté dans le cadre de la SNANC. Et en fait, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas parler d'alimentation sans parler de santé. Donc, sur le... très rapidement, hein, donc, pour voir qu'il y a une couverture quand même assez importante au niveau national. Et sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a plus de 90% du territoire hein, qui est concerné par un projet alimentaire territorial. Et on en a donc 24 sur 29, donc plus de 80% hein, qui sont au niveau opérationnel. Donc là, j'ai pris 2 exemples, en fait, ce qui pouvait se faire en lien avec la santé sur des projets alimentaires territoriaux. Donc le premier exemple, en fait, c'est sur le projet alimentaire territorial du Luberon, qui a été lauréat de l'appel à projet du Programme national de l'alimentation en 2023 et qui travaille justement sur la promotion et l'accès à une alimentation favorable à la santé et à l'activité physique quotidienne. Donc, on voit bien qu'on est quand même en phase. Et l'objectif, en fait, c'est de promouvoir l'alimentation méditerranéenne. Donc, sur ce PAT, c'est un des premiers PAT du territoire, un des 3 premiers PAT. Il a été labellisé en 2017 et donc il a été labellisé, relabellisé de niveau 2, donc opérationnel en septembre 2025. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de dire pourquoi est-ce que la DRAF suit, pourquoi je vous parle de labellisation, puisque c'est nous qui sommes en charge en fait de donner les labellisations sur ces projets alimentaires territoriaux. Donc, ce projet alimentaire a travaillé sur l'alimentation méditerranéenne comme étant au cœur des transitions agroécologiques. Donc, l'objectif hein, de ce projet, c'est de développer et promouvoir la diète méditerranéenne. Et il y a un fascicule qui a été fait à destination des lycéens. Et le deuxième objectif, c'est d'engager les collectivités vers une transition agricole et alimentaire sur le territoire du Luberon, mais également d'essaimer toutes ces actions au niveau de la région. En ce qui concerne donc l'alimentation méditerranéenne, donc c'est un travail qui a été fait en collaboration avec donc le PAT et Denis Léron, qui est professeur émérite à l'INSERM, hein, qui a apporté toute la connaissance scientifique pour élaborer cette pyramide de l'alimentation méditerranéenne. Et on voit bien à la base de la pyramide, c'est l'activité physique. Donc, voilà, très rapidement, hein, donc, il faut faire ce lien entre l'alimentation méditerranéenne et l'agriculture nourricière que l'on trouve sur les territoires. Et comment est-ce qu'on fait ce lien? C'est la sensibilisation de tous les publics. On parle souvent de la sensibilisation des publics plus jeunes, mais c'est important de le faire à tous les âges, de comprendre ce qu'est l'alimentation durable. C'est suivre, donc il y a des expérimentations qui ont été faites sur des établissements. Donc c'est suivre, c'est mettre en pratique, faire de l'information sur tous les personnels et sur tous les publics qui fréquentent des établissements scolaires. Et puis, il y a un programme pédagogique qui a été fait dans le cadre du parc naturel régional du Luberon. Voilà, donc et ça se fait en parallèle de l'accompagnement des collectivités avec un essaimage au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler, c'est ce qui a été fait au niveau du PAT porté par le Pays de Fayence dans le Var. Donc, très rapidement, sur ce projet alimentaire territorial, il y a 7 axes d'intervention. Donc, tout d'abord, le premier axe, c'est de répondre aux objectifs de la loi Egalim au sein des cantines scolaires du territoire. Donc, c'est créer un réseau des cantines, partager les expériences positives entre les différents acteurs et notamment les
les cuisiniers. Pour l'axe 2, c'est sensibiliser et éduquer les enfants du territoire à une alimentation locale, de qualité et respectueuse de l'environnement. Ça a été dit dans le film, hein, c'est recréer du lien de la fourche à la fourchette. Et dans ce cadre-là, il a été créé sur le pays de Fayence un passeport alimentation durable où, en fonction des activités qui sont faites par les enfants, et donc il y a des tampons qui sont mis sur le passeport. Donc, et l'objectif, c'est qu'à la fin de leur cycle scolaire, en fait, ils puissent avoir tout leur passeport validé. Donc, le troisième axe, c'est la réduction du gaspillage alimentaire, aussi bien au sein des établissements scolaires qu'au sein des EHPAD du territoire. Le quatrième axe, c'est la lutte contre la précarité alimentaire. Hein, et donc, il y a un groupe local de lutte contre la précarité alimentaire en Pays de Fayence qui a été mis en place. Le cinquième axe est un axe agricole, puisqu'on est bien de la fourche à la fourchette. Donc, reconquérir, dynamiser l'agriculture vivrière, nourricière, alimentaire en Pays de Fayence. Et on voit clairement que dans l'axe 6, cette notion de santé nutrition et l'objectif avec un passeport alimentation durable, sport santé. Et donc un axe transversal qui est le conseil local de l'alimentation qui a été mis en place. Donc sur cette thématique, donc ce diaporama vous sera diffusé sur le site du CRES. C'est pour ça qu'il est très complet. Je vais pas tout détailler, mais ça vous permettra effectivement de trouver les différents éléments. Donc sur l'axe 2 qui est éducation et sensibilisation des enfants et une alimentation saine, durable et de qualité. On s'aperçoit que c'est un axe qui est parfois sous-coté parce que c'est un pari qui se fait à long terme sur de l'interconnaissance, sur aussi une activité, un changement de comportement. Et ça, c'est du temps long. Et c'est vrai que c'est important de ne pas avoir des actions one shot qui en fait sont peu productives et peu efficaces. Voilà. Donc il y a des constats qui ont été faits et une volonté vraiment d'inscrire cette éducation à l'alimentation au sein du PAT, et c'est reconnu comme un levier stratégique de la transition agricole et alimentaire. En ce qui concerne donc le fonctionnement du dispositif, ça aussi c'est une chose qui a été très intéressante, puisque en fait il y a un dispositif qui a été réalisé pour les 0-3 ans, un dispositif pour les 3-11 ans, un dispositif d'ambassadeur du coup pour les 11-15 ans et un dispositif qui a été mis en place aussi pour les personnels encadrants, pour qu'il y ait des formations qui soient mises en place pour ces personnels. Donc voilà, ça c'est les champs de sensibilisation, donc nutrition, sommeil, santé bucco-dentaire, sport santé, reconnexion avec l'agriculture locale, travailler sur la préservation de la ressource en eau, sensibiliser à la diminution de production des déchets et à la lutte contre le gaspillage alimentaire, et travailler également sur la forêt, parce que c'est un territoire où il y a beaucoup de forêts. Donc voilà, les résultats. Donc il y a des questionnaires, il y a eu des co-constructions d'actions et de sensibilisation à destination de la cible pour les 0-3 ans. Il y a la création d'un groupe de 8 ambassadeurs dans un collège et qui vont après prêcher entre guillemets la bonne parole dans les autres collèges, et pour justement que ce soit des échanges entre jeunes. Donc voilà très rapidement les résultats. Et je voudrais quand même travailler aussi sur cette lutte contre la précarité alimentaire, puisque en fait dans le cadre de la lutte contre la précarité alimentaire, il y a un groupe local qui a été mis en place, et il y a 2 expérimentations. On a vu dans les statistiques que les personnes en situation de précarité alimentaire étaient particulièrement exposées à des problèmes de santé. Et donc, justement, dans le cadre de ces deux expérimentations, il y a un retour à l'activité physique qui se fait en partenariat avec le groupement des personnels de santé de Pays de Fayence. Et puis, il y a aussi une animation au niveau de la CPAM sur le relais solidarité, pour travailler sur la promotion d'une alimentation durable. Voilà. Donc, sur le territoire du Pays de Fayence, il y a un appel à projet qui a été lancé, un appel à manifestation d'intérêt, tout simplement pour pouvoir continuer à travailler sur ces 2 opérations.
Et le dernier point, donc, c'est l'axe santé-nutrition. Et là aussi, il y a un gros travail qui a été fait en partenariat avec le GAPS. Et ce qui se met en place, en fait, c'est le contrat local de santé intercommunal est en train de se mettre en place. Et il y a une coordination entre le projet alimentaire territorial et les personnels de santé pour avoir justement cette vision globale, ce côté euh, nutrition, mais également activité physique pour l'ensemble des personnes qui sont des citoyens sur le territoire. Très bien, merci beaucoup Karine. Alors ce dernier exemple du pays de faïence, Véronique Nègre, peut-être on va vous demander de réagir. La prise en compte des déterminants de santé sur des actions telles que ça a été fait là, et notamment en coordination avec le GAPS. Peut-être 2 mots, vous l'avez suivi de près, je crois. Oui, tout à fait. Je rebondis là sur ce que vient de dire Karine Bascal-Suisse sans forcément redire ce qui a été dit, mais c'est le GAPS, donc était un peu préfigurateur des communautés professionnelles territoriales de santé, hein, les CPTS, et une organisation, alors je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé, mais ils travaillent depuis longtemps ensemble, hein, piloté par Patrick Rouvent, qui est kinésithérapeute, et puis avec une coordinatrice très énergique, Dorothée Batetson. Et vraiment, ils sont venus très vite, il y a quelques années, vers nous en tant que centre référence autour de l'obésité de l'enfant en particulier, pour travailler sur ces questions-là. Et c'est vrai que voilà, ils se sont impliqués, comme ça a été dit, dans ce PAT, sur ce volet santé. Avec des publics prioritaires, ben, les personnes bénéficiant de l'aide alimentaire, ça a été dit. Et puis les enfants, ça avait été aussi donc un axe prioritaire. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils sont venus vers nous aussi pour former les professionnels, pour parler de cette maladie obésité, parce que ça c'est un point vraiment qui est fondamental. Et je crois qui est important et c'est pour ça qu'il est important de travailler tous ensemble autour de ces questions-là. Je viens de voir, je vous donne un exemple très concret de ce que peut-être il faut essayer de ne pas faire. J'ai vu des outils utilisés en éducation pour la santé en milieu scolaire, là, en CP, très précisément. Pour être très précis, c'est mon petit-fils qui nous a ramené ces documents. Alors, avec plein de choses très intéressantes pour lutter contre les aliments pas très intéressants pour la santé, et puis s'orienter plus vers des aliments bons pour la santé. Donc ça, OK. Mais sauf que dans les images et qui ont été données aux enfants, on voit un enfant mince qui mange très équilibré et un enfant trop gros qui mange que des cochonneries, comme on dit, c'est-à-dire que des produits très gras, très sucrés. Et c'est vrai, et ce modèle-là qui est encore souvent, et ces idées reçues qu'on a, elles peuvent être vraiment très, très délétères, parce qu'il y a des tas d'enfants minces ou d'adultes minces qui mangent des aliments qui ne sont pas très intéressants pour la santé, et beaucoup d'enfants en situation d'obésité qui mangent très équilibré et qui mangent des légumes. Et pour un enfant en situation de surpoids, de se voir représenté comme ça, c'est assez catastrophique, et ça peut être très délétère en termes de stigmatisation. Voilà. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est très important de travailler tous ensemble pour lutter aussi contre des idées reçues qui peuvent circuler et qui peuvent avoir un effet tout à fait contre-productif d'actions qui, à la base, sont tout à fait intéressantes. Donc, c'est vraiment ce travail qu'on a mené avec le GAPS et que j'ai trouvé tout à fait pertinent. Et l'axe de travail aussi qui a été choisi par ce groupement, c'était de travailler sur l'activité physique avec des programmes d'activité physique adaptée qui ont été appelés des programmes passerelles. Et aussi, ce qui a été trouvé par ce biais-là, c'est que de travailler à partir de l'activité physique, dans de la bienveillance et quelque chose qui est du plaisir, hein, qui procure du plaisir, ben, ça permet d'avoir aussi un repérage des difficultés de santé, d'orienter ensuite les familles à partir des situations des enfants, de travailler aussi sur les dimensions de santé mentale et les dimensions sociales. Et c'est vrai que ce levier de l'activité physique adaptée, c'est-à-dire ce levier de plaisir autour de l'activité physique, il est fondamental.
Et donc, il y a eu aussi dans les écoles des actions autour de l'activité physique quotidienne et puis des actions ponctuelles comme des Olympiades, hein, qui sont des moments festifs aussi qui sont tout à fait intéressants pour valoriser à la fois l'activité physique plaisir et des habitudes alimentaires saines, puisqu'on peut proposer un goûter un peu plus original que les biscuits habituels à ce moment-là. Donc voilà un petit peu ce qui a été choisi pour le GAPS, avec la nutrition entendue comme alimentation, activité physique et pas que l'alimentation. Et c'est vrai qu'ils ont, voilà, M. Rouvrant a parlé de copropriation, appropriation par le corps, qui peut être en effet une notion intéressante. Et je ne l'ai pas mis là, mais il y a aussi un mot-clé, un fil conducteur, c'est le plaisir. On y reviendra peut-être dans la discussion, mais j'en ai parlé pour l'activité physique, pour l'alimentation et autour de l'éducation au goût. C'est aussi ça qu'il doit y avoir derrière. Et il y a beaucoup d'études tout à fait passionnantes qui montrent que les enfants ne mangent pas équilibré parce qu'on leur a dit que c'était bon pour leur santé, mais ils mangent équilibré parce qu'ils trouvent ça bon. Et c'est vraiment à partir de ce levier-là du plaisir de manger qu'il faut travailler avec les enfants. Merci beaucoup. Alors, merci Karine Pascal Suisse, merci Véronique Nègre et on vous souhaite un bon appétit.